Bonjour à toutes et à tous. Je serais très heureux d'être présent ce matin pour animer cette webconférence sur les données personnelles, un sujet très sensible. On va vous montrer tout au long de cette présentation comment Pixel vous aide dans votre conformité au RGPD. Donc, je suis accompagné, ce matin de Franck Schlech, qui est notre, responsable système décisionnel et DPO. Alors qu'il y a quelques problèmes de connexion, donc je pense qu'il interviendra plutôt au travers du chat. Ce qui me permet aussi d'introduire le chat pour cette webconférence. Si vous avez des questions, tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à utiliser le chat qui se situe en bas à droite, de votre écran pour pouvoir poser vos questions et dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre tout au long de la présentation. On aura dans tous les cas un moment de questions-réponses à la fin de cette présentation pour recueillir toutes vos questions. Donc, la présentation est orientée autour de trois grandes parties. Alors, tout d'abord, un rappel de la réglementation autour des données personnelles et l'historique de cette réglementation. Et ensuite, on verra après, l'application, dans Pixi des différents, principes fondamentaux du RGPD et comment tout ça va se matérialiser au niveau de la plateforme. On continuera ensuite par des mesures organisationnelles. Donc, non seulement la plateforme, va soutenir la politique de gestion des données personnelles, mais également des mesures organisationnelles sur lesquelles on va pouvoir également, vous communiquer un certain nombre d'éléments. Et on terminera avec, donc ce moment de questions-réponses et on conclura enfin cette présentation. Hem alors, pour commencer, un rappel de la réglementation et de son application sur Pixid. Donc la réglementation autour des données personnelles a été introduite, en France, en 78 par la loi informatique et liberté, les mentions qu'on a pu voir, pendant très longtemps les, sur les différents, sites web et autres. Donc, la loi informatique et liberté qui a commencé à régir l'utilisation des données personnelles, et également la création de la Commission nationale informatique et liberté, la fameuse CNIL, qui était là un peu pour surveiller la bonne application. Donc pourquoi 78? Parce qu'en fait, apparition, émergence des systèmes informatiques et il commençait déjà à y avoir, une certaine volonté de vouloir, interconnecter les systèmes, d'avoir une identification unique des personnes et donc le législateur a cru bon, enfin, en tout cas, a dit qu'il était nécessaire, on va dire, en tout cas, de légiférer autour de cette utilisation de données et d'avoir également une commission de surveillance, donc la CNIL. Ça s'est étendu et ça s'est poursuivi en 81 avec, là une réglementation au niveau de l'Europe, cette fois-ci, pas uniquement de la France, mais de l'Europe, donc la convention 108, qui, commence à, là aussi régir un certain nombre de règles et d'édicter un certain nombre de règles autour de l'utilisation des données personnelles. Renforcée en 95, là aussi au niveau européen, par une directive, concernant la protection des personnes et les traitements des données personnelles. En 2004, donc là, il y a, modification de la loi informatique et liberté et création, du correspondant informatique et liberté, donc là, de cette fonction un peu particulière. Et en 2018, donc là, ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, heu, entrée en vigueur tambour battant du, règlement de protection des données personnelles, le fameux RGPD et la création aussi d'une fonction de DPO, Data Protection Officer. Donc ça, c'est, vraiment le cadre réglementaire qui s'est, agrémenté, au fil du temps et Pixid a été créé dans ce contexte et donc lorsque, Pixid est créé, fin 2004, forcément lorsqu'on crée un système qui va gérer des données personnelles et va, procéder à l'échange de données entre ces différents utilisateurs, il nous semblait important,
dès la création de la société, d'avoir une représentation ou en tout cas un poste identifié. Et donc, parmi l'un des premiers postes qui ont été créés chez Pixid, a été celui du responsable de sécurité des systèmes d'information, donc RSSI, qui était déjà un peu garant de la bonne sécurité des données qui transitaient au travers de la plateforme. Là aussi, en poursuivant la, le développement de l'entreprise, en avril 2012, nomination d'un SIL, donc correspondant informatique et liberté. Et en mai 2018, donc là, dans la continuité de l'entrée en vigueur du RGPD, le SIL devient DPO et donc c'est Franck qui est aujourd'hui est notre DPO au niveau du groupe. Donc on voit qu'on a 2 acteurs identifiés autour de cette protection des données, le RSSI, responsable de à la sécurité des systèmes d'information, et le DPO, le Data Protection Officer. Donc leurs rôles sont un peu différents. Donc le RSSI va s'assurer de la sécurité informatique, d'accord, donc au travers d'une analyse de risque et de mettre mise en place ensuite des normes et des mesures nécessaires à la sécurisation des données qui vont transiter sur la plateforme. Donc, tout cela va également s'accompagner de tests réguliers, donc tests de pénétration, donc essayer de forcer le système, et également des tests de ce qu'on appelle bug bounty, donc c'est-à-dire là on va demander à des entre guillemets hackers professionnels de tenter de s'introduire dans le système, de voler des données pour identifier de potentielles failles et de pouvoir les corriger. Donc ça, c'est des mesures qui sont prises et que l'on exécute régulièrement pour s'assurer de la bonne sécurisation de la plateforme et du bon maintien opérationnel également des systèmes. Donc on conduit également des audits, donc audit interne et externe, donc on a un peu environ 2 en moyenne. Alors interne à notre propre initiative, et externe, certains clients souhaitent également auditer Pixid avant même de rejoindre la plateforme, ou de façon régulière pour s'assurer là aussi la bonne sécurisation de l'information, des accès, et cetera. Toujours dans cette démarche d'amélioration continue et on va dire de protection des données. Depuis 2017, donc Pixid est certifié ISO 27001, qui est la référence, la norme internationale de management de la sécurité de l'information, et donc là, qui garantit aussi un certain nombre de procédures et d'organisation autour de cette sécurité. Et donc le deuxième acteur autour de la protection des données, c'est le Data Protection Officer, donc le DPO, qui lui va s'assurer du respect de la réglementation. Donc c'est vraiment le garant de la bonne application de la réglementation au sein de Pixid et des systèmes qui sont déployés. Donc respect de la réglementation au travers d'un certain nombre d'actions, la tenue d'un registre des traitements, donc ça c'est une obligation au titre du RGPD, l'analyse des risques aussi, les sensibilisations des équipes internes à la protection des données. Donc on a régulièrement des sessions de formation et d'information, des QCM ou comment des formations, on va dire, autour de la protection des données pour vérifier que tous ces éléments sont correctement acquis par les salariés Pixid. Et il a aussi un rôle de conseiller auprès de la direction et donc d'orienter parfois certains développements où on est en tout cas de garant de cette réglementation autour des données personnelles. Si on revient au RGPD, on va revoir pendant cette webconférence les principes fondamentaux du RGPD, ce qui va régir ce règlement général de protection des données. Donc on a 6 grandes Bonjour thématiques. Jérôme. Ah, bonjour Franck. Alors je reprends juste ce slide-là, et après si ça te va, je te laisserai Très la bien, parole. Donc les merci. 6 grands principes fondamentaux du RGPD. Donc on va revoir
la différenciation des rôles entre responsable de traitement et sous-traitant. Donc là, qui va donner des responsabilités pour les différentes parties prenantes autour des données personnelles. Et après, les principes de minimisation des données, de non-conservation, sécurisation, non-utilisation des données sensibles et l'exercice du droit des personnes. Donc là, avec, vous avez à chaque fois également là à l'écran les différents articles du RGPD auquel on va se référer. Donc, si on commence par la différenciation des rôles de responsable de traitement et de sous-traitant, donc bah, là, Franck, bienvenue, bon retour parmi nous. Et je vais te laisser donc introduire Merci, ces deux notions. Voilà. merci Jérôme. Déjà, désolé de toutes mes excuses pour ces problèmes techniques. Donc là, je me joins à la conférence via un téléphone portable. Donc j'espère que ça va fonctionner, que je vais réussir quand même à animer quelques slides. Donc Franck Schlech, DPO Pixid. J'ai un deuxième rôle qui est également un rôle de responsable décisionnel chez Pixid. Voilà, donc j'essaie de raccrocher les wagons. Alors nous en sommes à la slide sur les rôles et responsabilités. C'est ça. Oui, donc deux fonctions essentielles, deux notions essentielles à bien comprendre quand on parle de protection des données personnelles. C'est le rôle de responsable de traitement et le rôle de sous-traitant. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est repartir de la terminologie anglaise parce que je la trouve un petit peu plus parlante. Quand on parle de responsable de traitement en anglais, on parle de data controller, c'est-à-dire l'entité qui contrôle la donnée. Donc c'est l'entité qui va définir la finalité, quelle est la raison pour laquelle on a besoin de traiter des données personnelles et quels sont les moyens. Alors quand on parle de définir des moyens dans un contexte Pixid de gestion de l'intérim, quand on parle de moyens, si on se replace 20 ans en arrière, les moyens qui étaient à notre disposition, globalement, c'était la feuille de papier, le téléphone, éventuellement le fax. Depuis qu'on est passé à des solutions digitales telles que celle de Pixid, le choix qui est donné à un responsable de traitement, ça va être de choisir quel est l'opérateur avec lequel on souhaite sous-traiter cette opération. Donc voilà, soit vous choisissez Pixid, soit vous décidez d'utiliser une solution concurrente à Pixid. Donc vous sélectionnez, vous faites le choix des moyens. Le sous-traitant, en anglais, on parle de data processor. Donc c'est l'entité qui va traiter pour le compte du responsable de traitement et sur instruction du responsable de traitement les données qui lui sont confiées dans le but de réaliser la finalité qui a été définie par le responsable de traitement. Donc voilà, donc Jérôme, je te laisse expliciter ce qu'il en est dans le contexte Pixid. Alors effectivement, dans le contexte Pixid, il convient de définir qui est responsable de traitement et qui est sous-traitant, et on va avoir 2 cas un peu différents. Le premier, c'est lorsqu'on va parler des données des intérimaires. Donc ce que vous avez dans les dossiers des intérimaires, leurs fiches, leurs dossiers, les pièces jointes associées. Donc là, nous, Pixid va traiter les données pour le compte de ses clients, entreprises utilisatrices et entreprises de travail temporaire. Donc, dans ce cadre-là, et donc sur les données des intérimaires, les ETT et les EU sont responsables de traitement au regard du RGPD. Et Pixid, lui, va agir en tant que sous-traitant. On va traiter la donnée, d'accord, mais la finalité et l'usage se fait par les responsables de traitement. Autre typologie également de données personnelles, c'est les données des utilisateurs cette fois-ci. Donc on ne parle pas des intérimaires, mais des utilisateurs. Parce que le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de mobile sont des informations également personnelles, et donc les utilisateurs, les données de ces utilisateurs sont aussi des données personnelles. Et cette fois-ci, on va dire, on a un rôle qui est un peu différent, et là, Pixid va agir en qualité de responsable de traitement, parce que la finalité de ces informations, c'est l'accès à la plateforme, et donc c'est Pixid qui définit quelles sont les informations dont on a besoin pour pouvoir accéder à la plateforme. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on demande l'adresse email, le numéro de mobile. Alors, dans certains cas, peut-être nécessaire, mais là aussi, on reviendra après sur l'aspect de minimisation des données. Mais voilà, on vous dit, pour accéder à la plateforme, un utilisateur, on a besoin d'avoir son adresse email, et ça, c'est le minimum requis. Ce qui est important aussi de rappeler dans les rôles et responsabilités, c'est que Pixid, en aucun cas, ne va traiter les données donc de ses clients EU et ETT pour son propre compte. Donc d'accord, donc on va pas
on va pas les revendre, on va pas, en faire, un usage particulier autre qu'un usage technique. Donc, surtout pour avoir évaluations des volumes de données échangées, leur progression et autres pour, notamment dimensionner des serveurs, faire évoluer l'architecture technique. Mais en aucun cas la donnée en elle-même n'est utilisée, par Pixit pour son propre compte. Donc ça, c'est, l'un des 1 points à voir effectivement sur le RGPD, les rôles et responsabilités. Et le point suivant, c'est aussi la confidentialité et le cloisonnement des données. Donc là, on va aussi s'assurer, de donner une accréditation, spécifique à chaque utilisateur. Et ça va se faire par, 2 voies, 2 voies, enfin 2 éléments, particuliers, qui est d'une part, pour les utilisateurs, la limitation des fonctionnalités accessibles. Donc là, vous connaissez cette notion, de profil, de rôle, et donc vous allez donner des accès spécifiques aux utilisateurs pour, là aussi leur donner accès qu'aux modules auxquels ils ont besoin. D'accord? Donc là, c'est une façon, de cloisonner également l'information. Si un utilisateur, ne doit pas voir les données, de facturation par exemple, on ne lui donne pas accès au module facture et de ce fait-là, on a cloisonné les données. Et de l'autre côté, c'est, toujours pour les utilisateurs, la notion de périmètre d'action, c'est-à-dire au sein, d'une organisation, de limiter la visibilité, des données aux utilisateurs. L'utilisateur sera limité dans son action sur Pixid par rapport à un périmètre et par rapport à un certain nombre de modules et de fonctions auxquels on lui aura donné accès. Et pour renforcer également, cela, on a, également la notion de minimisation des données. Donc, Franck, est-ce que tu peux nous indiquer ce qu'on entend par minimisation des données? Alors là, on fait référence à un article qui est l'article 5, qui est un article extrêmement important dans le RGPD, puisqu'il définit un ensemble de principes fondamentaux, dont fait partie la minimisation des données. Donc l'idée derrière ce terme, c'est de dire on ne va pouvoir faire un traitement que sur un minimum de données, les données qui sont strictement nécessaires à l'exécution de ce traitement. Donc ça, tous les principes qu'on peut retrouver dans l'article 5, donc les principes fondamentaux, sont de la responsabilité, incombent aux responsables de traitement. Cependant, ce qui est important également de préciser, c'est que selon le principe qui est le principe Privacy by Design, qui est introduit dans le RGPD, c'est un principe selon lequel une application technique doit intégrer les principes de privacy, de protection des données, au sein de la solution. Donc ça doit être intégré directement dans la solution et l'utilisateur doit avoir cette possibilité technique qui lui est offerte. Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se concrétise sur la plateforme? Alors effectivement, la minimisation des données, on va également la voir sur 2 points. Alors d'une part, la fiche intérimaire, et là, c'est, la limitation des champs qui sont obligatoires pour créer une fiche intérimaire. Et donc, là aussi, on va, faire intervenir un certain nombre d'éléments, le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité. Alors, à des fins, on va dire, de claire identification de l'intérimaire et d'unicité de cet intérimaire sur la plateforme. Donc et on a vraiment mis le minimum pour cette création, de fiches. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander de façon obligatoire le numéro de mobile, l'adresse email personnelle ou autre. Donc c'est vraiment ce qui nous est nécessaire et le minimum nécessaire à la création d'un dossier. On va faire également pour, un certain nombre de champs des contrôles spécifiques par rapport à la nature de ces champs sur l'adresse mail, sur le numéro de mobile. Et on a, aussi fait en sorte de ne pas avoir à traiter de données dites, sensibles. Et là, Franck, est-ce que tu peux nous rappeler, qu'est-ce qui est, défini comme données sensibles au titre du RGPD? Alors là, il y a un article qui est l'article 9 qui définit précisément quelles sont les données qu'on considère comme étant des données sensibles et donc qui interdit son usage ou en tout cas qui va demander à la limitation la plus stricte de cet usage en demandant un consentement supplémentaire auprès de l'utilisateur. Alors ces données dites sensibles, elles sont clairement définies. C'est toutes données qui peuvent donner des indications sur l'origine ethnique d'une personne,
qui peuvent indiquer quelles sont ses convictions religieuses, s'il y a une appartenance à un syndicat, quelles peuvent être les opinions politiques de la personne, également tout ce qui concerne les données de santé, qui sont considérées comme des données sensibles. Et le dernier point sont les éléments qui font référence à l'orientation sexuelle de la personne. Donc voilà, ces données sont interdites, sauf, encore une fois, consentement explicite sur le sujet de la part des personnes concernées. Et dans le cadre de Pixid, on ne collecte pas ce type de données. D'accord. Et alors parmi, tous les exemples de données sensibles que tu nous as enfin les critères, on va dire, de définition d'une donnée sensible, moi je retrouve pas le numéro de sécurité sociale qui est souvent, un élément, un peu particulier et on a souvent la question, de savoir est-ce que le numéro de sécurité sociale peut être, transmis ou, partagé avec, l'entreprise utilisatrice? Est-ce que là, il y a, cette donnée est jugée comme sensible au titre du RGPD? Alors, si on se réfère à la définition stricte de l'article 9, non, le numéro de sécurité sociale n'est pas considéré comme une donnée sensible. Cependant, il y a un article dédié à ce sujet, qui est l'article 87 dans le RGPD, qui précise que la gestion du numéro de l'identifiant national doit être renvoyée au droit national. Donc en fait, le RGPD ne se positionne pas, ne donne pas d'indication sur l'utilisation de cette donnée, mais demande à chaque État de faire référence à la législation en vigueur dans le pays considéré. Donc si on regarde du coup de ce que dit la CNIL sur ce sujet, alors effectivement la CNIL demande de ne pas utiliser ce numéro d'identification nationale, notamment sur des sujets de croisement de fichiers. C'est la raison essentielle pour laquelle la CNIL ne veut pas que l'on puisse utiliser ce numéro de sécurité sociale. Cependant, il est précisé dans le cadre d'une fonction d'employeur, dans le cadre d'une fonction RH, que l'utilisation de ce numéro d'identification nationale est autorisée pour les employeurs, pour la gestion de la paie et pour le calcul des cotisations versées aux organismes de protection sociale. Donc, dans un contexte RH, on voit qu'il y a malgré tout une possibilité, un certain nombre de cas où il est possible d'utiliser ce numéro de sécurité sociale. Et Jérôme, je pense que tu as un exemple à nous donner sur le sujet. Alors effectivement, on a nous, rencontré également sur Pixi des cas où, il y avait transmission du numéro de sécurité sociale à l'entreprise utilisatrice. Alors j'ai un exemple en tête qui est celui, un client dans le domaine du nucléaire, en fait, où, chaque, travailleur, on va dire, dans le domaine du nucléaire doit être recensé pour, avoir une comptabilisation des doses de radiation, reçues et ça se fait sur la base d'une identification stricte, sur la base du numéro de sécurité sociale. Donc là, il y a besoin pour l'entreprise utilisatrice qui emploie l'intérimaire d'avoir ce numéro de sécurité sociale pour pouvoir déclarer les doses de radiation qui ont été, on va dire, prises par les différents travailleurs intérimaires. Donc c'est vraiment, on va dire, à chaque fois au cas par cas et dans des cas très précis que ce numéro de sécurité sociale pourra être transmis. Donc là, on est sur la partie données, mais dans le dossier, de l'intérimaire, on a également des pièces jointes et donc ces pièces jointes, bah, peuvent également contenir des données personnelles et donc il convient là aussi, d'avoir en tête, ce principe de minimisation des données et donc on va contrôler, les pièces transmises, bah, notamment par rapport à leur visibilité. Visibilité où on a 3 niveaux de visibilité possibles. La pièce peut être en visibilité privée, c'est-à-dire elle est uniquement consultable par, l'entité qui a déposé le document sur la plateforme, d'accord? Donc, ça peut être un document vraiment interne à l'entreprise de travail temporaire ou interne à l'entreprise utilisatrice et ne souhaite pas partager avec, d'autres partenaires, voilà. Après, on peut avoir une visibilité restreinte, c'est-à-dire que le propriétaire du document va choisir de partager ce document avec l'un ou l'autre de ses partenaires. Donc, quand je dis partenaire, c'est une ETT vis-à-vis de ses clients ou un client vis-à-vis de ses ETT. Et le troisième cas, c'est le document est en visibilité publique. Donc là, c'est toute personne qui a accès au dossier de l'intérimaire pourra avoir accès à ce document. Donc là, on sait qu'il y a quand même un risque aujourd'hui à mettre une pièce jointe en visibilité publique et c'est pour ça que là aussi, dès lors que cette action est réalisée sur Pixid, il y a un message d'avertissement rappelant la règle,
de visibilité autour de ce choix pour que l'utilisateur soit bien conscient que lorsqu'il met un document visité public, il a globalement très peu de maîtrise sur les utilisateurs qui sont potentiellement en visibilité sur sur ce document. Également, donc là toujours par rapport aux pièces jointes, et ça a été le rôle de Franck en tant que DPO de classifier les degrés, de sensibilité des documents, à savoir est-ce que c'est un document, on va dire assez standard ou est-ce que c'est des documents qui peuvent être jugés, sensibles, voire très sensibles au regard, des données personnelles qu'ils peuvent contenir. Et donc là, Franck, on a eu, justement très dernièrement, une gestion particulière pour, une typologie de documents qui est l'extrait de casier judiciaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors en effet, lors d'une récente évolution de la plateforme, on a décidé de bloquer cette typologie de pièce jointe qu'est l'extrait de casier judiciaire. La raison pour cela, c'est le fait que dans le RGPD, on retrouve un article qui est dédié à l'utilisation de cette donnée. Et ce qui est dit dans l'article, c'est que la donnée ne peut être utilisée que sous contrôle de l'autorité publique. Il y a également une recommandation de la CNIL qui va dans ce sens-là. Donc on a considéré que l'EU n'avait pas besoin de recevoir l'extrait de casier judiciaire. Alors effectivement, l'ETT qui est employeur a la possibilité, dans un certain nombre de cas, sur des postes bien spécifiques, de demander un extrait de casier judiciaire pour vérifier les antécédents judiciaires d'une personne. Cependant, ce qui est demandé, c'est de par la CNIL, c'est de ne conserver cet extrait de casier judiciaire donc, du côté ETT que pendant une période de temps très limitée. Je crois que la période de temps, elle est limitée à 3 mois. Et ce qu'on s'est dit, c'est l'analyse que l'on a faite côté Pixit, c'est de se dire, la seule information qui est nécessaire côté EU, c'est de savoir que ce contrôle d'extrait de casier judiciaire a été réalisé. Et la seule pièce que l'on autorise désormais, c'est une attestation de casier judiciaire. Donc une attestation qui comme son nom l'indique, atteste de la vérification de ce casier judiciaire, sans pour autant contenir tous les éléments qu'il pourrait y avoir dans le casier judiciaire. Donc l'évolution a consisté à bloquer l'extrait, à autoriser une nouvelle catégorie qui est attestation de casier judiciaire, et toutes les pièces qui pouvaient être téléchargées sous cette catégorie ont été supprimées. D'accord. Donc on voit là encore avec cet exemple que alors d'une part, il y a une certaine veille juridique qui est faite par Franck, hein, en tant que DPO et des applications, vraiment très pratiques sur la plateforme, pour, mettre, en application, ces nouvelles directives, ces nouvelles règles. Donc on a, donc ces dossiers intérimaires qui vont se constituer avec leurs données, avec, leurs pièces jointes. Il va, hem, il va arriver le moment de se poser la question de leur conservation et on arrive sur le principe suivant de la non-conservation des données. Donc là, qu'est-ce qu'on entend, Franck, par non-conservation des données, au titre du RGPD? Bah, c'est le principe de dire qu'une conservation une donnée peut être utilisée le temps du traitement. Mais une fois que le traitement a été réalisé, cette donnée n'a plus de sens et il n'y a plus de sens pour l'entreprise qui réalise le traitement à conserver cette donnée. Cependant, il peut être intéressant, donc, quand on se remet dans un cadre d'intérim, on ne va pas aller supprimer le dossier intérimaire dès le lendemain d'une fin de mission pour un intérimaire, tout simplement parce que l'intérimaire, peut-être qu'il va revenir lundi prochain, dans une semaine, dans un mois. Donc il y a une durée de conservation, il y a un intérêt légitime de la part de l'ETT et de l'EU à conserver ce dossier intérimaire pendant un certain temps. Toute la problématique autour de ça, c'est de définir ce certain temps. Donc c'est ce qu'on appelle la durée de conservation, puisqu'il y a une zone grise dans le RGPD. Le RGPD n'indique pas quelles sont les périodes de conservation à appliquer en fonction des typologies de traitement. Et encore une fois, donc c'est un principe, comme tous les éléments de l'article 5, c'est un principe qui incombe aux responsables de traitement, mais Pixid, selon le principe de privacy by design, a mis en place des mécanismes qui vont vous aider, EU et ETT, à respecter ce principe de non-conservation.
Alors effectivement, on a mis en place, sur la plateforme des principes de purge, purge automatique, des fiches intérimaires et des pièces jointes. Donc là, avec, des règles, assez précises, sur ces purges. Donc alors tout d'abord une durée de conservation qui va être paramétrable pour chaque client. Alors quand on parle de client, c'est client EU et client ETT, hein. Chaque organisation va pouvoir définir la durée de conservation de ces fiches intérimaires et de ces pièces jointes. D'accord? Donc, par défaut, une durée de 5 ans pour les EU et les ETT. Alors pourquoi 5 ans? Parce que c'est, généralement la durée, la durée, rétrospectivement pour lequel, un inspecteur du travail ou l'administration va pouvoir vous demander de produire des éléments et donc là, il est important que, dans Pixit qui devient, on va dire, votre, outil de référence, notamment pour les entreprises utilisatrices, que les informations soient présentes et disponibles. Donc on va parler de cette durée de rétention des données de 5 ans à partir du moment où il n'y a plus d'activité de l'intérimaire. C'est-à-dire que pour une EU, il n'est plus en mission, il n'a plus fait l'objet de candidature et donc le dossier n'évolue plus. D'accord? Donc s'il n'évolue plus, au bout de 5 ans, il est supprimé. De la même façon, côté ETT, tant qu'il y a plus de mission, s'il y a plus de mission au bout de 5 ans, le dossier est supprimé. Alors dossier supprimé, mais également tous les enregistrements de la plateforme sur lequel, va, apparaître, cet intérimaire, on ne pourra plus visualiser, cette information. Si je prends par exemple une liste de contrats, le dossier de l'intérimaire a été supprimé. La liste de contrats n'affichera plus le nom de l'intérimaire Éric Dupont, mais indiquera indisponible, indisponible, parce que l'information n'est plus disponible dans le système du fait de la suppression du dossier. Ça, c'est d'une part les données du dossier, enfin et son contenu et on a une règle, un peu différente, sur les pièces jointes, qui est, là par rapport à la durée ou à la date d'expiration, du document. Donc, un certain nombre de documents qui vont être déposés dans, les dossiers intérimaires ont une date d'expiration et donc là, on va conserver les documents dans les dossiers jusqu'à 6 mois après la date d'expiration du document. D'accord? Donc, je ne sais pas si on prend, un j'ai pas en tête un document avec une date d'expiration là qui me vient, à l'esprit, mais bon, si on met une date au 1er janvier, une date d'expiration au 1er janvier, 2023 au 30 juin, le document sera supprimé. Pour les documents qui n'ont pas de date d'expiration, là, je vais prendre le permis de conduire par exemple, et ben la pièce jointe sera supprimée avec la suppression du dossier. D'accord? Donc, là, c'est cette durée de 5 ans en fait qui va prendre le relais et c'est, le contenu du dossier dans sa globalité qui va être, supprimé. On a vu tout à l'heure une deuxième typologie de données personnelles qui sont les données des utilisateurs, hein, nom, prénom, adresse email, numéro de mobile potentiellement. Donc là aussi, il y a des purges qui vont se faire de façon automatique par rapport à ces comptes utilisateurs. Et là, on a une durée de conservation de 2 ans. Durée de conservation de 2 ans à partir de la dernière connexion. C'est-à-dire là aussi, l'utilisateur qui ne se connecte pas pendant 2 ans, son compte sera désactivé. Enfin, pas désactivé, pardon, sera, détruit. Néanmoins, on va quand même avertir et prévenir l'utilisateur, que son compte va être supprimé et donc avec 2 rappels. Un rappel 30 jours avant la date programmée de suppression et un deuxième rappel 7 jours avant, la date programmée de suppression et donc là, l'utilisateur a la possibilité soit de se reconnecter et donc le délai de 2 ans va recourir, soit il ne se connecte pas parce qu'il a plus d'intérêt particulier à se connecter à Pixit et son compte sera supprimé, après ce délai. Et donc là, on voit, au travers aussi de ces comptes utilisateurs, je vais introduire la notion suivante qui est l'exercice du droit des personnes. Donc là, Franck, est-ce que tu peux, là aussi nous rappeler un petit peu les principes du RGPD autour de l'exercice du droit des personnes? Alors, il y a une très forte volonté de la part du législateur européen de replacer le contrôle des données auprès des personnes concernées. Replacer le contrôle, ça se concrétise comment? Ça se concrétise sous la forme d'un certain nombre de droits qui sont accordés aux personnes.
Et ces personnes vont pouvoir agir activement sur leurs données qui sont conservées par un certain nombre d'entreprises. Alors, on pense souvent au droit à l'oubli. Qu'est-ce que c'est que le droit à l'oubli? C'est le fait pour une personne concernée de pouvoir contacter une entreprise et de lui demander à ce que ces données soient supprimées. Le deuxième droit auquel on peut penser, comme ça instinctivement, c'est le droit d'accès. C'est-à-dire on va contacter une entreprise. Alors, on peut contacter sous forme téléphonique, sous forme d'email, même sous forme papier. Toute expression de droit peut être acceptée. Donc, le droit d'accès, c'est le fait de demander à une entreprise quelles sont les données dont vous disposez sur moi-même. Quelles sont les données dont vous disposez. Le droit de correction, c'est le fait de demander une correction. Si on constate, suite par exemple à un droit d'accès, qu'un certain nombre de données me concernant ne sont pas correctes, un numéro de téléphone, une date de naissance par exemple, c'est le fait de demander cette correction. Le droit suivant, c'est le droit à la portabilité. Alors ça, c'est le fait de pouvoir demander à extraire les données dont dispose une entreprise, une extraction qui doit être faite sous la forme d'un format électronique, de manière à pouvoir le donner à une autre entreprise, notamment une entreprise concurrente. Alors il y a un exemple très bien connu de tous, qui est la portabilité du numéro de téléphone. Lorsqu'on souhaite changer d'opérateur, on va faire valoir en quelque sorte son droit à la portabilité, on récupère son numéro de téléphone et on va le fournir à un autre opérateur téléphonique. Bien sûr, tout cela se passe de manière automatisée parce qu'il y a des procédures et des processus techniques qui ont été mis en œuvre entre les différents opérateurs téléphoniques, mais vous faites bien valoir votre droit à la portabilité. Enfin, il y a un dernier droit, c'est le droit d'opposition. Si on considère qu'une entreprise traite ces données de manière illicite, on a le droit de s'opposer. Donc en s'opposant, en contactant directement la société concernée, mais on a également la possibilité, en tant que personne concernée, de contacter la CNIL et de signaler des situations où on considère que les données ne sont pas traitées au regard des principes de protection des données. Alors sur Pixid, bien évidemment, on va également mettre, en place, des mesures pour permettre l'exercice du droit des personnes et donc là, tout, intérimaire, tout utilisateur de la plateforme va pouvoir, contacter, Pixid au travers d'une adresse mail dédiée qui est dpo@pixid.com, pour exercer, son droit sur ses données personnelles. Donc dès lors qu'un mail est envoyé sur, cette adresse particulière, elle fait l'objet d'un ticket est suivi par l'équipe support et avec une réponse qui est apportée à la personne concernée dans les 24 heures. Donc là, on va pouvoir avoir plusieurs, cas de figure qui vont se présenter. Alors tout d'abord, quand c'est une demande d'intérimaire, on a déjà eu le cas, les intérimaires qui savent que leurs données sont sur la plateforme et qui vont, vouloir, demander, à faire, pardon, à, faire valoir leur droit à l'oubli et donc là, on informe, son employeur, enfin son ETT, que l'intérimaire a fait valoir son droit à l'oubli et donc on va, procéder, à la l'anonymisation de ce dossier sur, instruction, de l'ETT. On peut avoir également des demandes qui vont émaner directement des utilisateurs. On a là aussi eu le cas d'utilisateurs qui nous disent, «Moi, j'ai un accès sur Pixid avec mon adresse email, voire mon numéro de téléphone et je ne veux plus, avoir accès à vos services» et donc là aussi, c'est, l'action là, cette fois-ci, est faite directement, et avec, là aussi, une information, de l'entité auquel cet utilisateur est rattaché. Donc là, on voit aussi, au travers de l'exercice du droit des personnes que sur, l'application du RGPD, on n'a pas, uniquement des mesures techniques, par rapport à des traitements de purge, à des contrôles sur des champs, à un certain nombre d'éléments, mais aussi des mesures organisationnelles et donc ça nous permet, d'a de continuer sur, les mesures organisationnelles également qui sont prises au sein de Pixid pour s'assurer, de la bonne, utilisation et de la bonne sécurisation des données personnelles au sein de la plateforme.
Donc la première de ces mesures organisationnelles, c'est, le suivi des fournisseurs. Et est-ce que là aussi, Franck, c'est une obligation, au titre du RGPD d'avoir un suivi des fournisseurs? Alors oui, en effet, le RGPD introduit une notion de responsabilisation et de contrôle en cascade. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on reprend la chaîne de traitement, on va avoir tout en haut de cette chaîne de traitement un responsable de traitement, donc qui collecte les données et qui va faire appel à une entreprise sous-traitante pour traiter ces données pour son compte. Donc ce qui est demandé à cette entreprise responsable de traitement, donc tout en haut de la chaîne, c'est de vérifier que le sous-traitant respecte les critères de protection des données. Alors cette vérification, elle se concrétise par un questionnaire, par un audit, par un outil dont on va parler un petit peu après, qui est le DPIA, mais ça se concrétise essentiellement sous la forme d'une contractualisation, donc sous un document, alors soit un avenant au contrat, soit un document à part entière, c'est le DPA, là aussi Jérôme nous en parlera un tout petit peu plus après. Donc c'est le fait pour un responsable de traitement de contrôler son sous-traitant. Mais le sous-traitant lui-même peut faire appel à des sous-traitants de niveau inférieur et va donc avoir également cette responsabilité de vérifier, de s'assurer que ses propres sous-traitants respectent bien les critères de protection des données. Donc voilà, c'est cette responsabilité en cascade qui a été introduite par le RGPD, là où précédemment, dans la loi informatique et liberté, il y avait un petit flou lorsqu'il y avait un incident de sécurité notamment, qui était responsable? Est-ce que c'était le responsable de traitement seul? Est-ce que c'était le sous-traitant seul? Voilà, il y a cet élément qui était un petit peu gris et désormais il y a cette responsabilité en cascade qui est mise en œuvre. Donc Jérôme, tu peux nous dire comment est-ce que Pixid réalise ce contrôle des fournisseurs? Alors effectivement, là aussi pour se conformer, aux exigences du RGPD, il convient pour Pixi de questionner et de s'assurer que l'ensemble des fournisseurs auxquels on va faire appel et pour lesquels on va être amené à échanger des données, sont bien eux-mêmes en conformité avec la réglementation. Et donc ça se fait au travers, d'un questionnaire donc qu'on envoie, alors sur les 2 domaines, hein, la partie sécurité, la partie protection des données, donc un outil qui s'appelle OneTrust et qui nous permet, on va dire, de faire ça et ensuite d'évaluer la bonne conformité de ce fournisseur au titre du RGPD. Et donc, ce qui va conduire à un DPA, Data Processing Agreement, donc un accord de gestion de données. Et également, dans certains cas, on ira même un peu plus loin par la signature de clauses contractuelles type et notamment pour les entreprises extra-européennes. Parce que là, on a le RGPD qui est une réglementation qui va s'appliquer aux pays de la communauté européenne, mais dans le cas où on a des fournisseurs hors Union européenne, là, il y a des clauses spécifiques. Et donc là, Franck, est-ce que là aussi, tu peux nous dire un peu plus autour de ces clauses contractuelles type? Alors effectivement, comme le disait Jérôme, le règlement européen interdit des transferts de données à l'extérieur de l'Union européenne. Cependant, il y a un certain nombre de cas où il est possible de le faire, à condition de respecter un certain nombre de critères supplémentaires, des critères de sécurisation supplémentaires. Donc il existe plusieurs outils qui sont à la disposition des entreprises, des outils qui sont plus ou moins difficiles à mettre en œuvre. Il y a un de ces outils qui est assez communément utilisé, qui est l'utilisation de clauses contractuelles type de la Commission européenne. C'est-à-dire, concrètement, c'est un contrat qui a été rédigé par la Commission européenne et qu'il est possible d'utiliser entre un exportateur de données et un importateur. Dans le cadre de Pixid, Pixid fait appel à des équipes de développement d'Atos qui sont situées au Maroc. Alors, ce qui est important de préciser à ce niveau de l'explication, c'est de dire qu'il n'y a pas de transfert physique de données entre Pixid et Atos. Les données Pixid sont stockées dans 2 data centers qui sont situés en France, en région parisienne. Donc, il n'y a pas de copie, je tiens à rassurer tout le monde sur le sujet, il n'y a pas de copie de données de Pixid vers Atos Maroc. Cependant, les développeurs marocains ont accès à un certain nombre d'informations sur les utilisateurs de la plateforme. Ils ont la possibilité de voir quelles sont les actions qui ont été réalisées par un utilisateur à partir du moment où il se connecte sur la plateforme, quels sont les contrats auxquels il accède,
quelles sont ces actions de validation, de publication, de signature qui ont été effectuées. Tout cela dans un but de débugage. Concrètement, l'objectif, c'est de vérifier qu'est-ce qui a pu amener à déclencher un bug sur la plateforme. Donc la finalité de cet accès, c'est de s'assurer, c'est de vérifier, de mettre en œuvre le principe de maintenance évolutive et applicative. Voilà. Et récemment, ces clauses contractuelles type, l'année dernière, ces clauses contractuelles qui n'avaient pas bougé depuis 10 ans ont évolué suite à l'invalidation du Privacy Shield. Vous avez peut-être entendu parler de ce sujet-là. Donc ces clauses contractuelles ont évolué. La Commission européenne a rédigé une nouvelle version et donc Pixid a décidé de revalider ces clauses contractuelles de façon à les mettre à jour avec son fournisseur Atos. Très bien, merci, merci Je Franck. crois qu'il y a un autre sujet. Oui, Ah, ah, je te laisse alors la parole. ouais, d'accord. Donc merci Franck sur cet aspect de suivi des fournisseurs. Donc là, c'est Pixid en tant que client vis-à-vis de ses fournisseurs, mais nous, on est Pixid est lui-même fournisseur de services auprès de clients. Et donc là, on va être nous-mêmes soumis à des questionnaires et à des évaluations d'impact de traitement de données, ce qu'on va appeler les Data Processing Impact Assessment, DPIA. Et là, on va le faire avec nos clients, donc les clients entreprises utilisatrices et entreprises de travail temporaire. Donc là, on va vous porter assistance sur le remplissage, la réponse à ces évaluations de traitement de données, en vous communiquant les registres des traitements, les réponses à les questionnaires. Donc, certains utilisent également l'outil OneTrust ou d'autres, et donc on est amené à répondre à ces DPA DPIA et de signer à la suite un DPA, donc un accord de gestion de données. Et donc tout cela est fait en collaboration, on va dire, avec les clients. Dernier point peut-être, Franck, on va déborder un petit peu, alors pas tout à fait de cette gestion, mais il est important aussi pour nous de rappeler un certain nombre de principes de sécurisation qui ont été mis en place autour notamment d'accès à la plateforme. Et donc là, c'est la gestion des cookies. Alors, je sais qu'on arrive bientôt à l'heure de midi et que ça va tous vous faire saliver cette pile de cookies. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur là aussi, alors on sort un petit peu du cadre du RGPD, mais il nous semblait important de rappeler cette gestion. Alors oui, en effet, la gestion des cookies, c'est pas quelque chose qui est défini. Il n'y a pas de précision sur l'utilisation de ces cookies dans le RGPD. En revanche, il existe une autre directive, qui est la directive e-privacy, qui, elle, se positionne sur le sujet. Alors, c'est une directive européenne qui aurait dû sortir en même temps que le RGPD, mais qui a pris un petit peu de temps. Donc, la CNIL, la Commission française, a décidé, elle, d'émettre des recommandations, recommandations qui ont été émises en octobre, je crois, 2020, avec pour une entrée en vigueur au 1er avril 2021, qui doit permettre à la personne qui accède à un site web de donner ou pas son accord à l'utilisation des cookies. Donc c'est là qu'on a vu apparaître sur tous les sites web français des bannières d'autorisation ou de refus d'utilisation des cookies. Le but de la CNIL par rapport à cette gestion-là, c'était de limiter, d'encadrer strictement le transfert de données qui était lié à des traceurs à but publicitaire. Le but, c'est de tracer l'internaute, de voir quels sont les sites sur lesquels il voyage, sur lesquels les sites qu'il visite, de façon à établir un profil de consommateur et ensuite à revendre ce profil auprès d'annonceurs afin de faire un ciblage publicitaire beaucoup plus efficace.
Donc Jérôme, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que Pixid a mis en œuvre cette recommandation de la CNIL? Alors déjà, il est important d'indiquer que Pixie n'utilise pas des cookies à destination publicitaire. Donc, quand vous vous connectez à la plateforme, vous ne voyez pas apparaître ensuite, lorsque vous naviguez sur notre site, des pubs pour des agences d'intérim ou pour, des clients pour lesquels, vous avez pu aller sur la plateforme. Il n'y a pas de revente de données, hein, comme on l'a déjà précisé, et il n'y a pas non plus de fenêtre publicitaire sur la plateforme. Les cookies qui vont être, déposés dans le navigateur de l'utilisateur sont des cookies techniques, vraiment techniques pour voir que l'utilisateur s'est connecté et cetera, et donc, il y a il y a vraiment pas de fin publicitaire à l'utilisation de ces cookies. Donc, à la première connexion de l'utilisateur, il va voir afficher un bandeau, de gestion de cookies, donc sur sa page, d'authentification, qui va permettre de l'informer qu'on va déposer un cookie sur son navigateur, et il aura la possibilité d'accepter ou non. D'accord? Et là, on a encore fait évoluer, très récemment, cette gestion de cookies, parce qu'on avait un cookie technique propre à la plateforme et un autre, relatif à Google Analytics pour, là aussi, voir, les éléments, on va dire, on va dire comment le parcours de l'utilisateur sur la plateforme, mais là aussi à des fins techniques. Et là, on a eu un jugement de la CNIL, en février 2022, qui a rendu l'utilisation, de Google Analytics illicite, parce que, la Commission européenne, enfin la CNIL s'est aperçue que, les informations étaient potentiellement transférées vers Google aux États-Unis, et donc a rendu illicite, l'utilisation de Google Analytics. Donc nous, on a, bien évidemment, suivi là encore les recommandations et même les injonctions de la CNIL autour de cette utilisation de Google Analytics. Donc on avait déjà, depuis 2021, arrêté de l'utiliser, enfin, pardon, depuis, la décision de la CNIL, stoppé l'utilisation de Google Analytics, et donc là, on a plus que ce cookie technique, mais vraiment, qui sert vraiment à identifier l'utilisateur. Donc voilà, donc je pense que là, on a fait un tour assez complet de, tout ce qui va concerner les données des utilisateurs, les données des intérimaires, les pièces jointes dans les dossiers. Donc, alors j'ai vu qu'on avait déjà quelques questions, et je vais me permettre de répondre, en priorité aux quelques questions qui ont déjà été posées. N'hésitez pas à continuer à les poser dans le chat, il nous reste encore, 5 minutes, là, pour pouvoir échanger. Alors première question, dans le cadre de PPE, on n'a pas de profil et de périmètre d'action des utilisateurs. Est-ce qu'on est en conformité avec le RGPD? Alors non. Alors non, dans le sens où, bien sûr, vos utilisateurs PPE ont des profils et des périmètres d'action, et donc là, c'est tout, le travail des chargés de projet, qui va récolter, on va dire, les souhaits d'accès des différents utilisateurs sur les clients PPE, et lors de la mise en œuvre, vont définir, pour le compte du client, les profils et les périmètres d'action. Donc le client va nous dire: «Bah, moi, j'ai tel utilisateur doit avoir accès au module contrat, à la saisie des relevés d'heures et à la consultation des factures, et sur tel périmètre», et donc là, c'est, le chargé de projet qui va faire ce paramétrage pour le compte du client sur la plateforme. Donc on a bien évidemment, tout utilisateur de la plateforme a un périmètre d'action et un profil. Hem Autre question, également, que se passe-t-il si l'ETT et l'EU, en leur qualité respective de responsable de traitement, donnent une instruction différente en manière de conservation des données personnelles contenues sur Pixid? Donc là, effectivement, la durée de conservation, elle est définie par organisation, soit EU, soit ETT, et chacun va définir, la durée de conservation dans sa propre base de données, on va dire, d'accord? Donc, le dossier pourra ne plus être disponible côté ETT et être, toujours disponible côté EU. Parce qu'on a vu aussi que, de toute façon, cette durée de conservation, elle dépend de, l'activité, de, l'intérimaire par rapport à cette organisation. Donc on peut avoir un intérimaire qui est délégué par une ETT dans plusieurs entreprises différentes, dans l'entreprise A, B et C. Donc chacune peut avoir des délais de conservation du dossier, différents, et chacune ne verra le dossier que pendant la durée, en question, et l'ETT elle-même. Le
alors c'est vrai que le dossier intérimaire, c'est un objet qui est un peu particulier. Il est unique et multifacette. Donc chacun ne voit que la facette qui l'intéresse et on va garder, on va dire, une facette de cet objet visible en fonction des durées de conservation définies. J'espère que c'est à peu près clair, mais un dossier qui n'est peut-être plus disponible chez le client parce qu'il n'y a pas d'activité depuis 5 ans, bah, bien évidemment, on pourra toujours l'être chez le TT parce que le TT l'a délégué dans une autre entreprise utilisatrice au travers de Pixid. Hem, Ensuite, selon l'expiration du document en pièce jointe, si les données sont supprimées au bout de 5 ans et que la carte nationale d'identité, par exemple, court encore 10 ans, elle restera encore conservée malgré les données supprimées. Alors là, non, parce qu'en fait, lorsqu'on va supprimer le dossier, on supprime le dossier et les pièces jointes. D'accord? Donc, là aussi, il y a pas de pièces jointes, on va dire, que de documents, qui ne sont plus associés à des dossiers ou autres. Donc, là, c'est, lorsqu'on supprime le dossier, on supprime, les données et les pièces jointes associées. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vos sous-traitants ont accès J'ai à vu une, votre oui, Franck? oui, j'ai vu une question sur le DPIA et Mmh, sur l'outil de la CNIL. Alors pour répondre à cette question, on n'utilise pas directement l'outil proposé par la CNIL, on utilise un autre outil qui s'appelle Egeri. Alors je ne vais pas vous décrire exactement le contenu, mais c'est un outil qui est plutôt orienté analyse de risque. Donc c'est un outil que l'on utilise à la fois pour gérer notre registre de traitement et pour effectuer nos DPIA. Alors, moi, j'ai choisi de ne pas utiliser l'outil de la CNIL. En revanche, je me suis inspiré du contenu de la fiche DPIA de l'outil de la CNIL et j'ai repris quasiment texto les questions qui sont présentes dans cet outil CNIL que j'ai transféré dans l'outil que Pixid a choisi d'utiliser, donc Egeri. Et nous mettons à disposition notre DPIA réalisé sur le traitement des données intérimaires. On le met à disposition des clients qui en feraient la demande pour, dans leur propre analyse, dans leur propre évaluation du risque Pixid. Une question également, le contrat CMAD stocké dans le coffre aura encore le nom et prénom du travail temporaire? Alors oui, hein, quand on parle de suppression des dossiers et des données, c'est bien les données en base. Les documents, bien évidemment, on n'y touche pas. Ils restent, là aussi, disponibles. En revanche, bah, pour retrouver un contrat, si vous n'allez pas pouvoir faire de recherche sur le nom, prénom, mais vous allez avoir, le nom du client, la qualification, la période, le numéro du contrat si, vous le connaissez par ailleurs. Mais, bien évidemment, le document CMAD, comme le document facture, hein, qui peut, là aussi comporter des noms et prénoms d'intérimaires, on ne va pas toucher au contenu même de ces documents. Ils restent conservés, dans les dans le coffre d'archivage, avec toutes ces données. Alors peut-être la dernière question, en cas de contentieux, pouvez-vous prévoir une durée de conservation différente? Alors contentieux, hem, alors ouais, la durée de conservation, elle est définie au niveau, de l'enseigne et elle est modifiable à tout moment sur instruction de, l'organisation en question. Donc, si vous souhaitez aller au-delà des 5 ans, parce que vous avez un contentieux, mais on le fera de façon globale sur l'organisation. On ne peut pas dire: «Ce dossier-là, vous me le gardez 10 ans et celui-là, vous me le gardez 2 ans». Aujourd'hui, on est sur un paramètre global au niveau de l'enseigne, d'accord? Donc enseigne EU ou enseigne ETT. Alors on arrive, à la fin de cette webconférence. On est, pile dans les temps à midi. Un dernier slide, de conclusion pour vous dire qu'on est tous acteurs de la gestion des données personnelles. Alors, Pixid en tant que sous-traitant, vous en tant que responsable de traitement et donc, il est important qu'on soit tous conscients, des mesures techniques, mises en place, des mesures organisationnelles. Là aussi de revoir peut-être, et c'est peut-être le moment aussi et l'occasion de revoir vos durées de conservation, de dossiers ou autres, avec une évaluation, bah, régulière, des mesures et de leur bonne application. On est là bien évidemment
et Franck, en sa qualité de DPO Pixid, est là aussi pour vous apporter conseils et recommandations. Donc, il est assez sollicité sur la réponse à des DPIA et autres. Mais voilà, il est aussi généralement de très bons conseils et voilà, pour que tout le monde soit en conformité avec cette réglementation autour des données personnelles. Donc, je vous remercie à toutes et toutes pour votre attention. On était très nombreux ce matin et on voit que le sujet est sensible, ou en tout cas intéresse beaucoup de monde. Merci encore pour votre attention et à très bientôt. Vous allez également pouvoir avoir accès à ce webinaire en replay au travers du site pixit.fr. Merci beaucoup et bonne journée.